Je vous présente aujourd'hui notre 577e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, le samedi 18 mai, 100e anniversaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc à Rome, vous êtes rendu place des Pyramides à Paris afin de lui rendre hommage en déposant une gerbe de fleurs. Cette cérémonie avait été rendue impossible le 1er mai par les mesures de confinement, bien entendu. Qu'avez-vous éprouvé, cher Président? Écoutez, ça me souvenait tout de même des journées où le Front National défilait le 1er mai pour ne pas laisser l'exclusivité du pavé parisien au Parti communiste et aux syndicats qu'il inspire. Mais bon, comme le confinement obligeait à la désertification du site, j'ai voulu marquer tout de même que, outre ses innombrables qualités, Jeanne d'Arc était aussi une sainte, reconnue comme telle, au bout de 500 ans, par l'Église. Donc il y a 100 ans, jour pour jour, où j'ai déposé la gerbe, je pense que Jeanne, que j'avais appelée en son temps au secours de la France, aura été sensible à cette démarche respectueuse et affectueuse. Un petit sentiment de nostalgie peut-être de ces 1er mai populaires? Forcément, parce qu'il y avait quand même des masses de militants exceptionnels qui se retrouvaient à la place de l'Opéra, qu'on remplissait très largement, débordait. Et ben oui, voilà, il semble que là, il y a une évolution qui me paraît d'ailleurs toucher l'ensemble de l'expression politique. Enfin, une évolution qui se limite tout de même quelquefois à un geste symbolique, si on a remarqué le ruban sur votre gerbe, Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National. Ah bah oui, mais c'est le titre que j'ai, je n'ai même plus que cela comme titre. Autrement, je suis un ancien, toutes sortes de choses, député, ancien sénateur de la communauté, ancien conseiller régional, etc., d'Île-de-France, de PACA et d'ailleurs. Ancien officier parachutiste aussi. Oui, ah bah oui, oui. Ancien président de la Cour de droit. Ancien vice-président du comité Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, absolument. Et on ne pourra pas mettre tous ces signes sur ma tombe, il n'y aura pas de place. On mettra seulement Jean-Marie. Oui, c'est la tombe des Le Pen, par conséquent, oui. Par déduction. Alors sinon, les juges du Conseil d'État dénoncent une grave atteinte aux libertés religieuses et ordonnent le libre accès aux lieux de culte que le gouvernement voulait restreindre. Cette décision vous a-t-elle surpris? Elle ne m'a pas surpris parce qu'elle était logique. Ce qui était tout à fait étonnant, c'est que les cultes aient servi de cible à un certain nombre de forces obscures de notre pays. Et je suis heureux que ce soit sur une démarche, sur un recours de notre ami Gollnisch, que cette décision a été prise. Il n'était pas seul, c'est vrai, mais il a été un des premiers à articuler un raisonnement qui visait à rétablir la liberté des cultes dans notre pays à des conditions qui n'étaient pas extraordinaires. Oui, d'autant plus que si les gens se marchaient dessus dans les églises, ça se saurait. Oui, je pense que ça servait d'alibi à un certain nombre de faiblesses de l'exercice de nos cultes. Alors avant de parler de la crise sanitaire, sur ces affaires-là, il y a eu évidemment la grande douleur des gens qui ont perdu, pour une raison ou pour une autre, liée ou non au coronavirus, des membres de leur famille ou des amis pendant cette séquence, l'impossibilité d'organiser correctement des obsèques pour tous ceux qui sont disparus, y compris dans la dimension religieuse de ces obsèques. C'est vrai, c'est probablement un des aspects les plus douloureux, c'est de n'avoir pas pu accompagner, comme nos traditions le veulent, et comme l'élan du cœur l'exige, les gens qui partaient par le coronavirus ou autre chose, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y avait chaque année, il y a entre 10 et 15 000 morts du fait de la grippe ordinaire. Je ne sais pas où ils sont comptabilisés, est-ce qu'ils font partie du groupe annoncé tous les jours par M. Salomon,
ou bien au contraire, est-ce que c'est une comptabilité à part? Je ne sais pas quelle est. Je me demande si tout de même le phénomène de la pandémie n'a pas été un peu instrumentalisé par le pouvoir. Alors avant de parler de la pandémie, peut-être un souvenir, c'est qu'il a été possible de faire à Roger Hollande de magnifiques obsèques et que c'est tombé presque juste avant. Est parti en temps utile, c'est vrai. On a pu lui témoigner de façon qu'il méritait, c'est-à-dire massivement, notre affection, notre amitié. Et là, quelques jours près, il aurait été confiné, victime du confinement. Alors revenons, si vous voulez bien, à la gestion justement de cette fameuse crise sanitaire Covid-19. D'abord, auriez-vous un premier jugement global? Oui, mais écoutez, cette circonstance m'a fait réfléchir à ce qui arriverait s'il y avait une guerre bactériologique. C'est si un simple Covid-19 crée des troubles de cette importance, que serait-il si c'était les monstruosités qui sont prêtes dans les laboratoires à éventuellement se déclencher s'il y avait un conflit quelconque? C'est sûr que les ravages seraient extraordinaires. Est-ce qu'il n'y a pas eu un côté drôle de guerre, un petit peu à la Marc Bloch dans cette affaire? Autrement dit, l'impréparation de la France dans tous les domaines qui se sont révélés. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus se préparer à tout. Par exemple, là, nous avions des masques, ces masques se périment. Et quand ils sont périmés, il faut les détruire. Et normalement, il faudrait les remplacer. Et c'est la résolution, semble-t-il, que le gouvernement annonce. Mais cela coûtera très cher, parce qu'il faut, quand ils sont périmés, les remplacer et faire une espèce de courant, entretenir ce stock-là. Mais ce stock-là et d'autres, parce qu'il faut à ce moment-là envisager toutes les éventualités et on ne peut pas se protéger de tout. Vous avez tout de même réclamé la réouverture des hôpitaux parisiens, notamment le Val-de-Grâce, dans un de vos tweets. Oui, parce qu'on manquait de place dans les hôpitaux, aussi bien l'Hôtel-Dieu que le Val-de-Grâce, qui ont été désaffectés en quelque sorte, auraient parfaitement pu recueillir. Et je crois que surtout un hôpital militaire de l'importance traditionnelle du Val-de-Grâce aurait dû rester ouvert, d'autant que la population augmente, a augmenté, elle est passée en 50 ans de 40 millions à 67. Bon, certes alimenté beaucoup par l'immigration, les immigrations diverses et les naissances nombreuses de ces familles étrangères. Mais vous ne croyez pas tout de même que cette séquence a révélé le mal démocratique français? Même le président de la République s'en plaint. Il pensait avoir donné des ordres, avoir de bons chiffres qui remontaient, puis finalement ça ne marche pas. Depuis Bouvard et Pécuchet, apparemment rien n'a changé. Oui, c'était très difficile de faire bouger des masses immenses que sont les populations d'aujourd'hui. Mais j'ai d'ailleurs été frappé, même moi à l'inverse, de la capacité d'isoler des dizaines de millions de gens par le confinement. Il semble qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'exceptions au respect de cette règle, sauf peut-être dans les banlieues, où évidemment la police n'était pas invitée à rétablir l'ordre sanitaire. S'agissant des personnels soignants, vous décideriez des augmentations de salaire ou vous donneriez des médailles comme le fait le gouvernement? Je crois qu'ils sont plus sensibles à une augmentation de salaire qu'à des médailles. Et les médailles ne se justifient pas, somme toute. Il ne faut pas non plus exagérer le fait que des gens qui sont dans une fonction, même en crise, représentent une chose extraordinaire et qui méritent la récompense visible d'une décoration. En revanche, le salaire, ça compte. Oui, non, mais notre corps médical et sanitaire a été de qualité, il a réagi
il s'est adapté à des situations difficiles, avec des sacrifices, comme on en exige à un certain moment dans n'importe quelle profession. Un petit mot des médecins experts qui ont défilé sur les plateaux de télévision. Le rôle des médias dans cette affaire, anxiogène ou rassurant? Plutôt anxiogène, et puis surtout ce qui est étonnant, c'est de voir la ligne suivie qui était de contester en tous les cas le professeur Raoult, dont l'opinion choquait beaucoup, et aussi Trump, puisqu'il avait annoncé qu'il se servait de ce médicament banal pour se protéger par anticipation. Bon, tout ça est ridicule, mais montre bien quand même qu'il y a une orientation médiatique qui est systématiquement à gauche. Vous avez eu l'impression que le professeur Raoult était à l'épidémiologie, ce que Jean-Marie Le Pen avait été à la politique par moment? Un petit peu, oui. Je dois dire que je ne connais pas le professeur Raoult, mais je me suis trouvé assez souvent en symbiose avec sa pensée. Je crois qu'on peut le dire, c'est un petit peu peut-être léger, mais un jour on lui demandait pourquoi il s'était laissé pousser les cheveux. Il a répondu pour les faire chier. Oui. Alors revenons, cher président, à l'imbroglio des municipales. Quelle date choisir selon vous? Plutôt juin, plutôt septembre, ou alors encore attendre 2021? Je sais que vous avez une opinion arrêtée à ce sujet. Non, je pense qu'il faut se débarrasser au plus vite de cette formalité démocratique. Donc plutôt juin. Oui, donc faire le deuxième tour le plus tôt possible. Parce qu'après, évidemment, il y a toute la série des consultations démocratiques qui suivent et on créera un imbroglio épouvantable si on continue à hésiter comme on le fait. Alors sur le terrain politique, c'était l'ouverture de l'année de Gaulle, puisque nous sommes en 2020, 1940, 1890 sa naissance, 1970 sa mort, dont tout ce qui se termine par une dizaine correspond à l'année de Gaulle. Avec cette première cérémonie sur le site de Montcornet et le discours de Monsieur le Président de la République glorifiant cet épisode de la vie militaire française. Je dois dire que c'était un peu grotesque parce que l'épisode de Montcornet n'a pas, semble-t-il, marqué en tout cas l'armée allemande qui était son adversaire. Mais comme c'est un des rares faits d'armes que pouvait se reprocher le général de Gaulle, il en a parlé, lui, dans ses mémoires. Pratiquement, il est le seul, d'ailleurs. Je crois qu'il n'en parle pas, justement, le général de Gaulle. Il n'en parle pas. Ce sont les gaulâtres qui en parlent. C'est-à-dire que ça fait plus partie de la légende post-guerre que de propos... Riche, Oui, mais le général de Gaulle était très discret sur l'épisode de Montcornet en question. Ah oui, mais parce que c'était un épisode banal dans la guerre. Tout le monde a l'air un certain nombre de gens aujourd'hui ont l'air de trouver exaltant qu'un colonel de l'armée française se soit battu, ne serait-ce que quelques heures, pendant les événements de 1940, qui, on le sait, désastreux pour nos armes. Donc finalement, quand même le texte du président de la République, vous l'avez trouvé comment? C'est ridicule. Monsieur Macron s'efforçant de revêtir la tenue de combat, lui non plus n'a aucun fait d'armes à se reprocher. Okay. C'est sa spécialité, on l'a vu antérieurement d'ailleurs. Je crois que ça l'amuse. Enfin, il se déguise. Comme il n'y a plus de guerre, évidemment, on ne peut pas devenir ancien combattant comme ça. Ça n'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors la proposition franco-allemande, 500 milliards d'euros à la disposition de la Commission européenne afin de soutenir les plans de relance. Y voyez-vous un tournant historique vers le fédéralisme? Écoutez, je vois en tous les cas une valse de centaines de milliards. Oui, on ne sait pas d'où ils viennent. Tous les jours, il y a des centaines de milliards qui circulent. Il va bien falloir un jour, en tous les cas, qu'on sache qui va les payer. Honnêtement, je ne crois pas du tout à l'avenir des 500 milliards dont on parle là. Parce qu'il faut l'unanimité des 27 de l'Union européenne et je ne suis pas sûr, je suis probablement même sûr du contraire,
que cette majorité ne sera jamais, cette unanimité ne sera jamais atteinte. Donc ce sont des mots, ce sont des paroles verbales qui sont destinées à contrer l'anxiété des populations et donnent l'impression que les gouvernements font quelque chose et le seul moyen qu'ils aient en effet, c'est de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Mais que les Français, en France, devront un jour payer un jour ou l'autre, soit par l'inflation, soit par l'impôt, par beaucoup d'autres moyens. Si possible par un impôt qui reste national et pas européen, puisque c'est la Commission qui serait en charge de distribuer cet argent. Oui, je note quand même que le réflexe naturel de tous les pays européens a été un réflexe national. Ils se sont tous retranchés derrière leurs frontières, oui, rassemblant une volonté populaire de défense qui est naturelle. C'est ce qui démontrait d'ailleurs que le phénomène européen était artificiel. Donc l'Europe des patries, c'est toujours votre slogan? Oui, bien sûr, coordination maximale des pays européens qui ont la même histoire, la même civilisation, les mêmes intérêts immédiats, évidemment. Mais ça n'est pas suffisant pour créer une nation européenne. Le président de la République n'a pas voulu qu'on ferme nos frontières, mais comme tous nos voisins l'ont fait, finalement, ils ont fermé les frontières pour nous. Absolument. Nos frontières étaient fermées par les autres. Et seront réouvertes par les autres aussi. Bah oui, ce n'est pas une démonstration de l'influence de M. Macron sur la politique européenne, contrairement à ce qu'il croit et affirme. Alors en dehors de cela, cher Président, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre période de confinement, vos lectures, les vidéos que vous avez regardées, vos activités diverses et variées? Je ne sais pas si c'est très convenable d'avouer que je suis en train de relire un livre de Céline. C'est convenable. Ça dépend lequel, hein, il faut... C'est le premier, c'est... Voyage au bout de la nuit. Oui, le plus célèbre. Il y en a beaucoup d'autres. Oui, mais qui sont moins convenables. Bagatelle pour un massacre. Voilà, bon, non. D'un château l'autre. Non. Je vais pas... Voyage au bout de la nuit, c'est très bien. On va en rester là. Voyage au bout de la nuit, c'est une originalité d'ailleurs assez stupéfiante dans le domaine littéraire français. Et l'acceptation de Céline par ses collègues, si j'ose dire, a été un des phénomènes marquants de l'entre-deux-guerres. Vous avez connu Céline, un petit mot quand même, vous êtes allé le voir? Oui, je lui avais rendu visite à Meudon et j'ai donc connu aussi Almanzor, oui, qui est morte à 106 ans, n'est-ce pas, et qui était son épouse. Et j'avais été un peu déçu par la rencontre, parce que je me faisais une idée de ce grand écrivain qui ne se traduisait pas physiquement. Il n'était pas très amateur du genre humain en général. Non. Et il faisait un petit peu vieux clochard. Et l'année dernière, à cette même date, lors d'un blog, vous nous aviez lu un petit passage de l'Ode à Jeanne d'Arc de Robert Brasillac. Et ça avait été absolument merveilleux. Ah oui, bien sûr. Brasillac a écrit, qui a connu un sort parallèle à celui de Jeanne d'Arc, puisqu'il est mort, lui, à 34 ans, fusillé par les siens. C'est une tragédie. Je dois dire que c'est un des événements qui a marqué ma vie, ça, de jeune homme. Et probablement m'a orienté d'une certaine manière. Tant il est vrai que on a dit, je ne crois qu'aux idées de ceux qui meurent pour elles. Merci pour ce très joli témoignage, cher Président. Ce retour du blog en force. Et on se retrouve avec joie la semaine prochaine. À bientôt. Merci Jean-Marie Le Pen.